Chapitre 1. L'étranger et l'étreinte inattendue. Ethan Prescott dirigeait sa Tesla profilée à travers les rues sinueuses de Selwood, à Portland, tandis que la lueur dorée du coucher de soleil chatoyait sur la rivière Willamette à sa gauche. Le GPS annonça d'une voix féminine apaisante. « Vous êtes arrivé à destination. » Il s'arrêta devant une petite maison revêtue de cèdre, moderne mais sans ostentation. Ce n'était pas la demeure la plus chère qu'il aurait pu acheter, certainement pas, mais elle était parfaite, calme, privée, un lieu idéal pour se concentrer sur son prochain grand projet, un logiciel de cryptage de données qui pourrait révolutionner le monde de la technologie, du moins c'est ce qu'il espérait. À 32 ans, Ethan était un génie de la technologie, le genre d'homme qui avait vendu sa première start-up à 25 ans et avait maintenant plus d'argent qu'il ne savait qu'en faire. Mais l'argent ne pouvait acheter le silence, et le silence était ce dont il avait désespérément besoin. Son Penthouse de San Francisco était enseveli sous les klaxons et les fêtes sans fin. Selwood, avec ses rues bordées d'arbres et ses cafés accueillants, était son refuge. « Pas de distraction », murmura-t-il en sortant de la voiture et en humant l'air vif d'octobre. « Juste moi, mon ordinateur portable et 6 semaines pour finir ce design. » Les déménageurs étaient passés, laissant son mobilier minimaliste, un canapé en cuir, un bureau en verre et un lit plus cher que la plupart des voitures soigneusement arrangées. Ethan ouvrit sa valise et en sortit l'essentiel, une cafetière, une pile de livres de programmation et son casque à réduction de bruit. Il jeta un coup d'œil par la grande fenêtre donnant sur la rivière, l'eau scintillant comme de l'argent liquide. « Ça, se dit-il, c'est le paradis. » Le paradis dura exactement 7 heures. À 21h47, Ethan était plongé dans une transe de programmation, les doigts volants sur le clavier, quand un son brisa sa concentration. Une version horriblement fausse de « Sweet Caroline » retentit dans la nuit, suivie de rires s'apparentant à ceux d'une hyène. Il se figea, le curseur clignotant ironiquement sur l'écran. « Non, » souffla-t-il. « Pas possible. Pas ici. » Arrachant son casque, il se précipita vers la fenêtre. Par-dessus la basse clôture en bois séparant son jardin de celui des voisins, il vit une maison délabrée scintillant de guirlandes lumineuses. Des ombres dansaient sur la pelouse, et le bourdonnement indubitable d'une machine à karaoké emplissait l'air. Des enfants gloussaient, des plats s'entrechoquaient. Et attendez, était-ce une odeur de biscuit? Ifan serra lamtoira. Il avait déménagé à Portland pour la paix, pas pour vivre à côté d'un spectacle d'amateurs dans le jardin. Il attrapa son téléphone, sur le point de chercher « Réglementation bruit Selwood » sur Google, quand le chant cessa, remplacé par des applaudissements et quelqu'un criant « June, c'est ton tour ». Une voix féminine, claire mais peu travaillée, se lança dans « Dancing Queen ». Ethan Gemmett. C'était la guerre. Enfilant sa veste, il sortit. L'air frais de la nuit ne fit rien pour apaiser sa frustration. Le jardin du voisin ressemblait à une scène d'un film indépendant un peu excentrique. Une douzaine de personnes, jeunes, vieilles, et de tous âges, étaient étendues sur des couvertures de pique-nique, une table pliante croulant sous les encas, et une machine à karaoké asthmatique sur un porche affaissé. Au centre se tenait une jeune femme, probablement dans la mi-vingtaine, chantant à bas avec l'énergie d'une star de Broadway et la justesse d'une alarme incendie. Sa queue de cheval au burn rebondissait tandis qu'elle bougeait, son pull trop grand maculé de peinture. Ethan Grammaca. Elle était entièrement, excessivement, joyeuse. Il s'éclaircit la gorge, prêt à se lancer dans un discours bien rodé sur le respect des espaces partagés. Mais la femme, jeune apparemment, l'aperçut. Ses yeux noisettes s'écarquillèrent, et un sourire radieux illumina son visage. Avant qu'Ethan ne puisse réagir, elle laissa tomber le micro, traversa le jardin en courant et se jeta dans ses bras. « Uncle Ricky !» s'écria-t-elle, l'enveloppant d'une étreinte qui sentait légèrement la vanille et la peinture acrylique. « Tu es Beno. Je savais que tu viendrais. » Ethan se figea, les bras raides le long du corps. La foule se tut, tous les yeux rivés sur la scène. Un petit garçon tenant une brique de jus murmura. « C'est qui, ce type ?» Une femme âgée sur le porche plissa les yeux et murmura. « Ricky a grandi. »« Je ne suis pas. » Commença Ethan, mais June s'agrippa plus fort, sa joue pressée contre sa poitrine. De près, elle était un tourbillon de taches de rousseur et de chaleur. Et pendant une seconde, il oublia comment parler. Puis son cerveau redémarra. « Vous vous trompez de personne. » June recula, sa main toujours sur ses épaules, clignant des yeux.
Attendez, vous n'êtes pas oncle Ricky. Elle pencha la tête, examinant son visage comme une énigme. Puis son expression passa de la confusion à la mortification, ses joues rougissant. « Oh, non, vous êtes le nouveau voisin, n'est-ce pas? » « Ethan Prescott, répondit-il, époussetant sa veste comme si l'étreinte avait laissé une marque. « Et oui, je viens d'emménager. J'espérais une nuit tranquille. » La folle éclata de rire. Le gamin édenté cria. Mademoiselle June a serré le mauvais type dans ses bras. La vieille femme, probablement la grand-mère de June, applaudit et dit. « Eh bien, c'est une façon de dire bonjour. » June se couvrit le visage de ses deux mains, jetant un coup d'œil entre ses doigts. « Je suis tellement désolé. Je pensais que vous étiez mon oncle. Il est censé venir ce soir. Et je vous ai vu dans le noir. Et c'est tellement embarrassant. » Elle laissa tomber ses mains et afficha un sourire penaud. « Rebecca Menkins. Je suis June Bailey. Bienvenue à Selwood. » Ethan la dévisagea, partagée entre l'irritation et une envie inexplicable de rire. Elle ressemblait à une enfant prise en train de voler des biscuits, des yeux sincères et une énergie maladroite. « La prochaine fois, vérifiez l'identité avant de plaquer quelqu'un, » dit-il, visant un ton sévère, mais atterrissant plus près du sarcasme. Marché conclu, gazouilla June, imperturbable. Elle désigna la fête. « Voulez-vous vous joindre à nous? Nous avons des sneakerdoodles et des chants horribles. Meilleur combo du quartier. »« Non, merci, » répondit froidement Ethan. « J'ai du travail. Et pour information, certaines personnes apprécient le calme après 21 heures. » Le sourire de June vacilla une fraction de seconde. « Compris, monsieur Prescott. Je ferai moins de bruit. Promis. » Elle salua d'un air enjoué, puis se tourna vers le groupe. « Ok, qui est le suivant? Laissons un peu de paix aux nouveaux voisins. » Ethan se retira dans sa maison, les applaudissements et les premières notes de bien sûr, Bohemian Rhapsody, le suivant. Il s'effondra dans son fauteuil, fixant son ordinateur portable. Le code ressemblait maintenant à du charabia. Sa concentration était brisée. Il se massa les tempes, essayant d'effacer le souvenir de l'étreinte de June, de son rire, de l'odeur de biscuits accrochés à son pull. Il ouvrit un nouvel email, rédigeant une plainte ferme mais polie à l'association des voisins de Selwood concernant le bruit. Puis il le supprima. Trop mesquin, même pour lui. À la place, il chercha sur Google « insonorisation mur Portland ». Si June Bailey pensait pouvoir faire dérailler son monde parfaitement calibré avec des biscuits et abats, elle se trompait lourdement. Et pourtant, alors qu'il était allongé dans son lit cette nuit-là, la rivière murmurant à l'extérieur de la fenêtre, Ethan ne pouvait chasser l'image de son visage. Ses yeux noisettes verts, ce sourire nigaud. Il se retourna et frappa son oreiller. « Concentre-toi, Prescott, » marmonna-t-il. « C'est juste une voisine bruyante. Rien de plus. » De l'autre côté de la clôture, June chantait probablement encore, ignorant qu'elle venait de bouleverser le monde méticuleusement ordonné d'un millionnaire avec une étreinte malencontreuse. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. La voisine bruyante a besoin d'un recadrage. Ethan Prescott se réveilla avec l'humeur d'un homme dont le sommeil avait été volé. Après l'étreinte désastreuse et malencontreuse de June Bailey la nuit précédente et son karaoké interminable, il n'avait réussi à grappiller que quelques heures de sommeil. Bohemian Rhapsody tournait en boucle dans sa tête, comme si Freddie Mercury se produisait en direct dans son salon. Il tira brusquement les rideaux, et la bruine grise d'un matin typique de Portland ne fit qu'aggraver son irritation. « Aujourd'hui, » marmonna-t-il en sirotant son café noir, « je vais donner une leçon à cette voisine bruyante. » Ethan n'était pas du genre conflictuel. Il préférait résoudre les problèmes avec une précision scientifique, tout comme écrire du code. June Bailey, avec son sourire ridicule et son énergie chaotique, avait clairement besoin d'être recadré pour comprendre que Selwood n'était pas sa scène personnelle. Mais il n'avait aucune intention de frapper à sa porte pour chercher la bagarre. Trop peu civilisé. À la place, il opta pour une approche plus stratégique. Première étape, recherche. Ethan ouvrit son ordinateur portable et consulta la réglementation sur le bruit de Portland.
Il s'avéra que Selwood avait une association de quartier plutôt sérieuse avec un site web entier rempli de formulaires de plainte. Il rédigea une lettre concise et polie. « Chère association, je souhaite signaler des nuisances sonores provenant du 1423 Maple Street dans la nuit du 24 octobre, incluant karaoké et rires bruyants après 21 heures. Veuillez aimablement rappeler aux résidents de respecter les heures de tranquillité. » Il cliqua sur « Envoyer ». Satisfait, comme s'il venait de déboguer une ligne de code impeccable. Deuxième étape, défense. Ethan appela une entreprise d'insonorisation d'East Portland et prit rendez-vous pour installer des panneaux acoustiques dans son espace de travail. « Je veux le meilleur », dit-il au téléphone, jetant un coup d'œil à la basse clôture en bois et à la maison de June égayée de pots de fleurs suspendues colorées. Aucun son ne doit passer. Le technicien promit une visite dans 2 jours et Ethan s'imagina bientôt enfermé dans une forteresse de silence. Troisième étape, dissuasion. Il tapa soigneusement et imprima une affiche. Avis de courtoisie de voisinage. Veuillez réduire le bruit au minimum après 21 heures. Merci de votre coopération. Il la scotcha sur le lampadaire juste en face de la maison de June, s'assurant qu'elle la verrait en sortant. Parfait, se dit-il en s'époussetant les mains. Si elle ne comprenait pas le message maintenant, elle était irrécupérable. Mais June Bailey, s'avéra-t-il, n'était pas le genre de personne à se plier aux formulaires et aux règles. Cet après-midi-là, alors qu'Ethan se débattait avec un algorithme de cryptage, la sonnette retentit. Il fronça les sourcils. Il n'attendait personne. À travers la vitre, il vit June, debout sous la pluie dans un imperméable jaune vif, tenant une assiette recouverte d'un torchon. Ses cheveux au beurre étaient trempés et collés à ses joues. Mais elle rayonnait comme si la pluie était la meilleure chose qui lui soit arrivée de la journée. Ethan ouvrit la porte, son expression froide. « Mademoiselle Bailey, qu'est-ce que c'est ?»« Bonjour, Monsieur Prescott, » gazouilla June. « J'ai vu votre avis. Très professionnel. Mais j'ai pensé que je devais m'excuser correctement pour la nuit dernière, alors j'ai apporté ça. » Elle souleva l'assiette et retira le torchon pour révéler une tarte aux pommes dorées, l'odeur chaude de cannelle et de cassonade s'en échappant. « Ma grand-mère l'a faite, mais j'ai aidé à pétrir la pâte. Vous aimez la tarte aux pommes ?» Ethan cligna des yeux, complètement décontenancé. Il s'était préparé à une dispute, pas à une tarte. « Vous pensez qu'une tarte compense le fait de tenir tout le quartier éveillé ?» demanda-t-il, les bras croisés. June pencha la tête, son sourire imperturbable. « Non, mais j'ai pensé que ça pourrait vous adoucir. Savez-vous que votre visage se plisse comme une parenthèse quand vous êtes en colère? Comme ça. » Elle exagéra sa grimace si comiquement qu'il faillit rire. « Presque. Mademoiselle Bailey, » dit-il, essayant de maintenir sa sévérité. « Je n'ai pas besoin de tarte. J'ai besoin de calme. Avez-vous lu l'avis? » Bien sûr, très clair. Police de taille 12, Times New Roman, style de bureau classique, répondit-elle, les yeux pétillants. Je promets de baisser le volume. Mais vous savez, ce quartier est un peu vivant. Si vous voulez, je peux vous inviter à notre soirée cinéma en plein air la semaine prochaine en guise d'offrande de paix. Non, merci, trancha Ethan, prenant l'assiette juste pour la faire partir plus vite. Je suis occupé et veuillez respecter les heures de tranquillité. June hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'un amusement non dissimulé. Très bien, Monsieur Prescott, profitez de la tarte. Et si vous en voulez plus, frappez simplement. Elle se retourna et sauta par-dessus une flaque d'eau, son imperméable jaune brillant sous le lampadaire. Ethan ferma la porte et posa la tarte sur le comptoir de la cuisine comme si c'était une bombe. Il n'avait aucune intention d'y toucher. Qui savait ce qu'elle aurait pu y mettre? Mais l'odeur persistait. Cette nuit-là, quand son estomac gargouilla, il en coupa une part, juste une. C'était si bon qu'il faillit gémir. « Hut !» marmonna-t-il en coupant une autre part. La guerre, s'avéra-t-il, ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, Ethan intensifia sa campagne de recadrage. Il envoya un autre email à l'association, se plaignant cette fois d'enfants criant un samedi matin. Un groupe d'enfants jouant à chat dans le jardin de June. Il ajouta une autre couche de panneaux acoustiques à la fenêtre de son bureau, le transformant en bunker insonorisé. Il acheta même une machine à bruit blanc et la laissa fonctionner en continu pour étouffer toute trace de June. Mais June semblait totalement imperturbable. Un matin, il vit qu'elle avait accroché une pancarte faite à la main juste à côté de son avis. « Bonjour, nouveau voisin.
passer pour une tarte et une discussion. Heure de tranquillité, 21h et 7h, sauf en cas de fête. En dessous, un smiley géant. Ethan grogna et l'arracha quand personne ne regardait. Puis, un après-midi pluvieux, alors qu'il examinait l'avancement de son projet, un mot plié se glissa entre les lattes de la clôture. Il le ramassa et reconnut l'écriture pétillante de June. « Monsieur Prescott, j'ai fait du cake à la banane aujourd'hui. Voulez-vous goûter? PS, votre machine à bruit blanc est plus forte que mon karaoké. » Attaché, un sac en papier contenant 2 tranches de cake à la banane encore tiède. Ethan fixa le sac, ayant l'impression de perdre une bataille qu'il n'avait jamais eu l'intention de mener. Cette fille n'était pas seulement bruyante. Elle était inébranlable. Chaque plainte, chaque règle, chaque effort d'insonorisation était accueilli par des sourires, des pâtisseries et un charme insouciant qui le rendait fou. Il fourra le mot dans sa poche et résolut de rendre le sac. Pour mettre une chose au clair, il n'était pas son ami. Mais cette nuit-là, assis dans sa chambre parfaitement insonorisée, le bruit blanc ronronnant doucement, Ethan ressentit un vide étrange. Sa maison était silencieuse, exactement comme il l'avait voulu. Alors pourquoi se sentait-elle bizarre? Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, où la lumière du porche de June se déversait par-dessus la clôture. Il n'y avait pas de karaoké ce soir, juste le doux crépitement de la pluie et sa silhouette peignant quelque chose sur le porche sous la lueur chaude. Ethan secoua la tête et se tourna vers son ordinateur portable. C'est elle le problème, marmonna-t-il. Mais au fond de lui, il commençait à se demander si le vrai problème n'était pas June, mais le silence dont il pensait autrefois avoir besoin. Chapitre 3. Une grand-mère, 3 enfants et un cours d'art sous un arbre. Ethan Prescott se réveilla dans un monde sans électricité. Son réveil n'avait pas sonné. La cafetière hissait, inerte. Son ordinateur portable, boué de sauvetage de tout programmeur, n'était plus qu'un bloc de plastique mort. Dehors, le ciel de Portland était d'un gris maussade, une fine bruine tombant, et un panneau temporaire de la compagnie d'électricité battait au vent sur le lampadaire. Panne pour maintenance. Rétablissement estimé, 14 heures. Ethan soupira et se frotta le visage. Super, et maintenant? Il avait passé la semaine précédente à renforcer sa forteresse anti-June. Les panneaux insonorisants étaient installés, la machine à bruit blanc ronronnait doucement, et il avait même refusé 3 autres douceurs que June avait passées par-dessus la clôture. Bien qu'il ait secrètement mangé un cookie aux pépites de chocolat et dû admettre qu'il était délicieux à se damner. Mais sans électricité, il ne pouvait ni travailler ni se cacher dans son précieux cocon de silence. Son estomac gargouilla, et le réfrigérateur était vide. Il avait oublié de faire les courses. Bon, marmonna-t-il en enfilant un imperméable. Allons trouver un café. Selwood était calme ce matin-là, avec seulement quelques joggeurs promenant leurs chiens sous le crépitement régulier de la pluie sur le trottoir. Ethan se dirigea vers un petit café à quelques pâtés de maison. Le genre d'endroit où il avait vu quelques hipsters lire de la poésie. Mais en passant devant la maison de June, il se figea. Sous le grand érable de son jardin de devant se déroulait une scène inattendue. June était assise sur une couverture usée, entourée de 3 enfants, chacun tenant une feuille de papier et une boîte de crayons de couleur. Une petite pancarte plantée dans l'herbe indiquait « Cours d'art gratuit ouvert à tous les rêveurs ». June portait un pull bleu profond, ses cheveux relevés en chignon haut, désignant le dessin d'une petite fille avec des nattes. « Super travail, Mia. Tu as parfaitement dessiné cet érable. » Sa voix était pleine de chaleur, comme si enseigner l'art sous la pluie était la chose la plus naturelle du monde. Les enfants gloussèrent et l'appelèrent Miss Sunshine. Ethan, à moitié caché derrière un arbuste, retenait son souffle sans s'en rendre compte. C'était June Bailey, la voisine perturbatrice de sommeil et semeuse de chaos. Et maintenant, elle était quoi? En train de sauver le monde? Il était sur le point de s'éclipser quand un garçon avec un sweat à capuche trop grand l'aperçut. « Et, c'est qui? Ce type ?» cria le garçon en pointant Ethan du doigt. June leva les yeux, son regard s'illuminant en le voyant. « Monsieur Prescott » appela-t-elle en agitant la main avec enthousiasme. « Venez nous rejoindre. » Ethan secoua la tête et leva une main en signe de refus. « Je ne fais que passer, je ne veux pas interrompre. » Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, une femme âgée, le dos voûté et les cheveux blancs comme neige, sortit du porche de June, tenant un plateau de biscuits. Vêtue d'un cardigan rouge foncé, ses yeux étaient troubles,
mais son sourire brillait. « Oh, vous êtes l'ancien petit ami de Jus. N'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix chevrotante. « Du collège, vous lui apportiez des bonbons. » Le visage d'Ethan devint cramoisi, comme s'il venait d'être parachuté dans la mauvaise sitcom. « Non, madame. Je pense que vous vous méprenez. Je suis son voisin. Ethan Prescott. Je viens d'emménager. » Il jeta un coup d'œil à June, attendant qu'elle corrige la confusion. Mais elle se contenta de se couvrir la bouche, retenant manifestement un rire. « Grand-mère, ce n'est pas Jake. » dit-elle en accourant pour l'aider. « C'est notre nouveau voisin, tu te souviens, celui que j'ai embrassé par accident ?» Sa grand-mère plissa les yeux, puis hocha la tête d'un air songeur. « C'est vrai. Vous êtes bien plus beau que Jake. » Elle fourra un biscuit dans la main d'Ethan avant qu'il ne puisse refuser. « Mangez, mon cher. Vous êtes trop maigre. » Les enfants éclatèrent de rire. « Mia, la fille et UX Nats, cria. Miss Sunshine a un petit ami. » Ethan resta là, mal à l'aise, tenant le biscuit. June haussa les épaules avec un sourire coupable. « Grand-mère est un peu oublieuse, mais elle est adorable. Allez, asseyez-vous une minute, Monsieur Prescott. Les enfants adorent avoir de nouveaux adultes autour d'eux. Ça les fait se sentir spéciaux. » Ethan voulait dire non. Il le voulait vraiment. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de June, chaleureux et sincère, qui le désarmait. Il s'assit au bord de la couverture, un peu à l'écart des enfants, essayant de garder une expression neutre. « Je ne dessine pas, » dit-il en grignotant le biscuit, qui, bien sûr, était délicieux. « J'observe juste. » June sourit et se tourna vers les enfants. « Très bien. Aujourd'hui, nous allons dessiner ce que nous aimons le plus. Qui veut commencer ?» Un garçon au visage constellé de taches de rousseur, nommé Léo, brandit un dessin d'un chien touffu aux grands yeux. « Ça, c'est Max, mon chien. Mais il est mort. » Sa voix était à peine audible. June se pencha et le serra doucement dans ses bras. « Max est magnifique, Léo. Tu l'as dessiné à la perfection. Je parie qu'il court sur un arc-en-ciel quelque part. » Léo sourit, les yeux embués. Ethan regardait, oubliant son irritation. Ses enfants n'étaient pas seulement des gamins bruyants comme il l'avait supposé. Mia vivait avec sa grand-mère parce que ses parents travaillaient hors de l'État. Léo avait une mère célibataire qui travaillait de nuit au supermarché. La troisième fille, Sarah, parlait à peine. Mais son dessin, un champ de fleurs ensoleillées, fit applaudir June. « Sarah, tu es un génie de la couleur. » June n'enseignait pas seulement l'art. Elle faisait en sorte que les enfants se sentent vus. La grand-mère de June, assise à proximité sur une chaise pliante, commença à raconter des histoires. Quand June était petite, elle dessinait sur tous les murs de la maison. « J'ai dû repeindre 3 fois. » Elle regarda Ethan et cligna de l'œil. « Avez-vous vu ses peintures? Elle a gagné un prix à l'école. » Ethan secoua la tête, ne sachant trop comment réagir. Il n'avait jamais imaginé June comme une véritable artiste, juste une fille bruyante avec des pulls tachés de peinture. Quand le cours se termina, les enfants rassemblèrent leurs affaires et coururent dans la maison de June pour prendre un jus. June resta, rangeant las crayons. « Merci d'être resté, » dit-elle en levant les yeux vers Ethan. Les enfants adorent les nouveaux visages. Ça les fait se sentir importants. « Je n'ai rien fait, » répondit Ethan en se levant et en époussetant son pantalon. « Mais faites-vous ça souvent? Enseignez gratuitement? » June hocha la tête comme si de rien n'était. « Chaque semaine, si j'ai le temps. Ces enfants ont besoin d'un endroit pour rêver. Vous savez, leurs vies ne sont pas faciles. » Elle leva les yeux, son regard brièvement assombri par la tristesse avant de sourire à nouveau. « Et vous, que faites-vous dans votre forteresse insonorisée? » Ethan hésita. Il n'avait pas l'habitude de parler de lui. « J'écris des logiciels, des trucs techniques, des choses ennuyeuses. » Il se tourna pour partir. Mais June se leva et lui tendit un dessin du cours, une image que Mia avait faite. Elle montrait un homme aux cheveux bruns et à l'expression sérieuse, debout à côté de l'érable. « Mia vous a dessiné ?» dit June avec un petit rire. « Elle a dit que vous ressemblez à un super-héros grincheux. » Ethan fixa le dessin, un sentiment étrange s'agitant dans sa poitrine. Il n'était pas un héros. Il n'était même pas un type sympa. Mais en regardant June, avec ses mains couvertes de peinture et son cœur ouvert, il se sentit soudain petit. « Vous n'êtes pas aussi simple que je le pensais, » lâcha-t-il. June cligna des yeux, puis éclata de rire. « Monsieur Prescott, c'est la chose la plus gentille que vous ayez jamais dite. »
Gardez le dessin. Peut-être que ça vous aidera à moins froncer les sourcils. Elle fit un signe de la main et courut à l'intérieur rejoindre les enfants, laissant Ethan sous l'érable, la pluie légère mouillant ses épaules. Sur le chemin du retour, Ethan glissa le dessin dans la poche de son manteau, essayant de ne pas trop y penser. Mais l'image de June, Miss Sunshine pour les enfants, celle qui faisait sourire les grands-mères et les enfants, lui resta en tête. Cette fille bruyante, s'avérait-il, n'était pas seulement une tempête. C'était tout un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Chapitre 4. Les petites choses qui font une personne. Ethan Prescott n'était pas du genre à prêter attention à ses voisins. À San Francisco, il avait vécu 3 ans dans une tour de luxe sans jamais apprendre le nom de la personne d'en face. Mais June Bailey, avec son sourire radieux et son habitude de glisser des pâtisseries par-dessus la clôture, commençait à défaire cette philosophie de vie. Depuis le cours d'art sous l'érable, son image, Miss Sunshine pour les enfants, la femme qui faisait rire grand-mère et enfants, persistait dans son esprit. Il ne voulait pas l'admettre, mais il avait commencé à la remarquer. Chaque matin, alors qu'Ethan s'asseyait près de la fenêtre avec son café, il regardait June quitter la maison à 6h30 précise, vêtue de son imperméable jaune aveuglant, pédalant sur un vieux vélo jusqu'à une boulangerie à quelques pâtés de maison. Elle y faisait le service du matin, servant des viennoiseries et du café aux hipsters et aux employés de bureau. Vers midi, elle rentrait chez elle pour emmener sa grand-mère sur le porche prendre l'air frais. Puis elle repartait, cette fois vers un magasin d'artisanat où elle vendait des articles faits à la main l'après-midi. Ethan n'avait pas l'intention de suivre son emploi du temps, bien sûr que non, mais sa maison était bien en vue, et il se trouvait juste à le remarquer. Il remarqua aussi que June souriait toujours, même si sa vie n'était pas exactement facile. Une fois, il l'entendit parler à sa grand-mère à travers la clôture. « Grand-mère, on n'a que des pâtes cette semaine, mais je vais faire la meilleure sauce tomate du monde. » Sa voix était si joyeuse qu'elle donnait l'impression que manger des nouilles 5 jours de suite était une aventure. Ethan, avec son réfrigérateur plein de produits bio et un compte en banque à 8 chiffres, ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi heureux. Mais ce qui le déconcertait vraiment, c'était sa gentillesse. June ne se contentait pas de s'occuper de sa grand-mère et d'animer des cours d'art gratuits pour les enfants. Elle aidait aussi le voisin âgé à tondre sa pelouse, livrait le courrier pour une mère célibataire surmenée et ramassait même les déchets le long du trottoir, juste parce que, selon ses mots, c'est plus joli et ce qui est joli rend les gens heureux. Ethan se demandait, où trouve-t-elle le temps? Et plus important encore, où puise-t-elle l'énergie de se soucier autant de tout le monde? Puis un matin, Ethan se réveilla avec un mal de tête lancinant et une gorge comme du papier de verre. Il tomba rarement malade. Son mode de vie à base de smoothies au cal et de séances de sport 3 fois par semaine le gardait généralement à l'épreuve des balles. Mais le froid humide de Portland l'avait finalement rattrapé. Il gisait affalé sur le canapé, l'ordinateur portable oublié sur la table, réussissant seulement à envoyer un texto à son équipe pour leur dire qu'il prenait sa journée. Dehors, la pluie tambourinait régulièrement sur les fenêtres et le ciel gris ne faisait qu'approfondir sa fatigue. Vers midi, la sonnette retentit. Ethan se traîna pour ouvrir, espérant que ce n'était qu'une livraison de nourriture. Mais ce n'était pas le cas. C'était June, debout sous l'auvent de son porche dans un imperméable trempé, tenant un récipient en plastique. Ses cheveux au beurre collaient à ses joues, mais son sourire était plus éclatant que les lampadaires. « Et, Monsieur Prescott, gazouilla-t-elle. J'ai remarqué que vous n'étiez pas sorti ce matin et ma grand-mère a dit que vous aviez l'air pâle à travers la fenêtre. Vous êtes malade? » Ethan fronça les sourcils et resserra sa robe de chambre. « Je vais bien. Juste un peu patraque. »« Que voulez-vous » Sa voix sortit rauque, perdant son habituelle froideur. June brandit le récipient. « Soupe de poulet. Je l'ai faite ce matin. Carottes, céleri et un peu d'amour. La recette de ma grand-mère. Ce truc va vous mettre KO votre rhume. » Elle cligna de l'œil, comme si la soupe était une sorte de miracle universel. Ethan cligna des yeux, ne sachant quoi dire. Il avait refusé sa tarte aux pommes, son cake à la banane et ses biscuits. Mais de la soupe au poulet alors qu'il était réellement malade, c'était un nouveau niveau d'intrusion. « Vous n'auriez pas dû, » dit-il un peu trop sèchement. « Je peux prendre soin de moi. »« Je sais que vous le pouvez, » répondis-je June sans broncher. « Mais j'en avais envie. Prenez-la, Monsieur Prescott. Ne me faites pas attendre sous la pluie. » Elle lui fourra le récipient à travers la barrière quand il ouvrit le portail, puis se retourna et sauta par-dessus une flaque comme une enfant insouciante.
Ethan ferma la porte et fixa le récipient sur son comptoir de cuisine. Il avait l'intention de le fourrer au réfrigérateur et de l'oublier. Mais l'arôme du bouillon chaud taquinait son estomac. Juste une cuillerée, marmonna-t-il en le réchauffant au micro-ondes. Une cuillerée se transforma en un bol, puis deux. La soupe était si bonne qu'elle le fit presque gémir. Mince, souffla-t-il. Il eut presque envie d'appeler pour la remercier. Mais bien sûr, il ne le fit pas. Les millionnaires n'appellent pas pour de la soupe. Cet après-midi-là, la fièvre ayant baissé, Ethan s'assit près de la fenêtre, regardant June sur son porche. Elle aidait sa grand-mère à redresser un pot de fleurs renversé par le vent. La vieille femme dit quelque chose qui fit éclater de rire June, le son résonnant légèrement par-dessus la clôture. Et Ethan réalisa qu'il n'avait pas ri comme ça depuis très, très longtemps. Le lendemain, se sentant mieux, Ethan décida de rendre le récipient. Pas parce qu'il voulait voir June, bien sûr que non, mais parce qu'on lui avait appris à rendre les choses correctement. Il frappa à sa porte, le récipient à la main, répétant un bref merci. June ouvrit, vêtue d'un pull maculé de peinture, un pinceau à la main. « Monsieur Prescott, vous avez moins l'air d'un mort-vivant aujourd'hui, » dit-elle, comme s'il revenait tout juste d'entre les morts. « Merci pour la soupe, » dit Ethan en tendant le récipient. Elle était bonne. Il hésita, puis lâcha. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Je veux dire, vous êtes occupé. Le travail, votre grand-mère, les enfants. Pourquoi vous embêtez avec moi? » June pencha la tête, le pinceau en équilibre sur son épaule comme un bâton. Elle le regarda avec un mélange de malice et quelque chose de plus profond. « Parce que je pense que le monde a plus besoin de soupe au poulet que de rapports de bugs, Monsieur Prescott. Vous réparez les machines avec du code. Moi, je répare les gens avec de la soupe, peut-être. » Elle sourit, et cela illumina le porche plus que n'importe quelle ampoule n'aurait pu le faire. Ethan resta là, ne sachant comment réagir. Ces mots étaient simples, pourtant ils touchèrent un coin de son cœur qu'il avait longtemps enfoui sous l'ambition et le travail. « Vous êtes bizarre, » dit-il, mais il n'y avait aucune froideur dans son ton. « Disons plutôt inhabituel, » cligna June de l'œil. « Voulez-vous voir ce que je peins? C'est pour les enfants. Pas de karaoke, promise. »« Non, j'ai du travail, » répondit Ethan en se tournant pour partir. Mais en rentrant chez lui, il se sentit étrangement plus léger, comme si sa soupe avait fait fondre plus que sa fièvre. Dans les jours qui suivirent, Ethan continua de l'observer, bien qu'il se dît que ce n'était que de la curiosité. Il la vit faire du vélo sous la pluie, livrer des friandises aux enfants, chanter doucement en nettoyant les fenêtres de sa grand-mère. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de temps libre. Mais elle avait quelque chose qu'Ethan, avec tout son succès, n'avait pas. Un grand cœur, cousu de petites choses. Un soir, assis dans son bureau à domicile, Ethan ouvrit son ordinateur portable et chercha « June Bellet » en ligne. Il ne s'attendait pas à trouver grand-chose. Elle ne semblait pas être du genre numérique. Mais il tomba sur un vieil article d'un journal local concernant une jeune étudiante en art qui avait remporté un concours de peinture à Portland. Il y avait une photo de June, un peu plus jeune, debout à côté d'une peinture vibrante. Son sourire était exactement le même. Ethan ferma l'ordinateur portable, un sentiment étrange fleurissant dans sa poitrine. C'était comme découvrir un secret. Et ce secret le rapprochait doucement de la fille bruyante d'accent grave côté. Chapitre 5. L'excursion et un sourire inoubliable. Ethan Prescott n'était pas homme à faire des promesses impulsives. Il était calculateur, mesuré, quelqu'un qui pesait toujours le coup avant d'ouvrir son portefeuille. Et pourtant, dans un moment de faiblesse, alimenté par la soupe au poulet de June Bellet, il avait lâché une offre de financer un bus pour l'excursion de sa classe d'art. Juste cette fois, se dit-il en signant le chèque, pensant que cela pourrait l'empêcher de lui glisser des pâtisseries par-dessus la clôture. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'une petite promesse le plongerait dans une journée pleine de chaos, de rire et une version de June Bellet qu'il n'avait jamais vue auparavant. Samedi matin, le ciel de Portland était inhabituellement clair, pas une goutte de pluie en vue. Ethan se tenait devant sa maison en chemise boutonnée bleu marine et pantalon ajusté, ressemblant plus à quelqu'un se rendant à une réunion de conseil d'administration qu'à une sortie d'enfant. June l'avait invité à venir. Considérez cela comme un remerciement pour le bus. Et bien qu'il ait eu l'intention de dire non, l'étincelle vive dans ses yeux l'avait fait hocher la tête avant qu'il ne puisse y réfléchir. Maintenant, il le regrettait, surtout lorsque le bus scolaire jaune s'arrêta devant la maison de June,
crachant de la fumée noire et grinçant comme un chat terrifié. « Monsieur Prescott !» cria June en sautant du bus. Elle portait un t-shirt avec un pain dessus, un jean déchiré et une casquette de baseball à l'envers. Prêt pour une journée amusante. Avant qu'il ne puisse répondre, 3 enfants, Mia, Léo et Sarah, foncèrent vers lui agrippant les bras. « Miss Sunshine dit que vous êtes un super-héros », hurla Mia, faisant se raidir Ethan. « Je ne le suis pas, commença-t-il, mais June cligna de l'œil et le coupa. « Montez Superheroes. Nous allons au parc Trion Creek. » Le bus cahota sur les routes de banlieue, rempli de rires et des voix aiguës d'enfants chantant. June menait le chœur avec une version ridicule de « Les roues de l'autobus », complétée par des paroles sur Miss Sunshine rebondissant partout. Ethan s'assit au dernier rang, essayant de maintenir une expression neutre, mais il ne cessait de jeter des coups d'œil à June. Elle était enjouée, énergique et le centre de gravité du chaos. Quand Léo demanda s'il y avait des monstres dans la forêt, June répondit « Seulement des mignons, et ils adorent les biscuits. » Les enfants éclatèrent de rire, et Ethan, malgré lui, esquissa un petit sourire. Le parc Trion Creek était un paradis verdoyant et luxuriant, plein de sentiers sinueux et du doux murmure des ruisseaux. June mena le groupe vers une large clairière et étendit des couvertures de pique-nique, distribuant des sandwichs au beurre de cacahuète. « Mangez, ou je les confisque », taquina-t-elle en fourrant un sandwich dans la main d'Ethan. Il commença à protester, il n'avait pas mangé de beurre de cacahuète depuis l'école primaire, mais ses yeux taquins le défièrent. Il prit une bouchée. C'était étrangement bon. Peut-être était-ce l'air frais. Peut-être était-ce son sourire. Après le déjeuner, June organisa une chasse au trésor dans la nature. Elle divisa les enfants en équipes et leur donna une liste. Feuilles inhabituelles, pierres étranges, et tout ce qui ressemble à de la magie. Ethan fut désigné juge officiel, un titre qu'il accepta avec une fausse mauvaise humeur mais un enthousiasme secret. Il accompagna l'équipe de Mia, la regardant ramasser chaque feuille comme si c'était de l'or. « Tu penses que ça a de la magie dedans ?» demanda-t-elle en brandissant une feuille d'érable rouge vif. Ethan, maladroit avec les enfants, répondit « Probablement. » Mia rayonna, et quelque chose de chaud s'agita dans sa poitrine. Le clou de la journée arriva lorsque tout le monde se rassembla sous un chêne géant, et June raconta un conte de fées, pas du genre habituel. Elle réécrivit Cendrillon en boulangère avec des baskets, et transforma le prince en un type qui réparait des vélos. Et ils vécurent heureux pour toujours, tenant leur boulangerie ensemble, déclara-t-elle en levant les bras comme une actrice de théâtre. Les enfants éclatèrent en applaudissements. Ethan, adossé à l'arbre, se sentit léger. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensait pas au code, aux échéances ou au bourdonnement du bruit blanc. Il écoutait simplement le rire de June, regardait la lumière du soleil danser à travers les feuilles et ressentait la paix. Mais la journée ne pouvait pas rester parfaite éternellement. Sur le chemin du retour, le bus cahota violemment et s'arrêta sur un chemin de terre. Le chauffeur, un homme costaud à la barbe épaisse, sortit et marmonna. « Pneu crevé. Faut le changer. » Les enfants devinrent anxieux, chuchotant d'être coincés dans les bois. June frappa dans ses mains. « Pas de souci. Nous sommes une équipe de super-héros. Vous vous souvenez? Qui veut chanter pour notre chauffeur ?» Elle se lança dans « Brille, brille, petite étoile », et les enfants se joignirent à elle, la tension se relâchant. Ethan, peu enclin à rester les bras croisés, enleva son blazer et sortit. « Je vais aider, » dit-il, sa voix ferme. Le chauffeur haussa un sourcil en voyant ses vêtements chers. « T'es sûr, gamin? Ça va salir. » Ethan haussa les épaules. « Je réparais des vélos avant. Un bus ne peut pas être si différent. » Il plongea, les mains se graissant, la sueur coulant sur son front. June se tenait à proximité, lui tendant des outils et l'encourageant comme une pom-pom girl à elle toute seule. « Regardez M. Prescott, fort comme Hulk !» hurla-t-elle, faisant acclamer les enfants. Quand le pneu fut enfin changé, tout le groupe applaudit. Ethan se redressa, s'essuyant les mains sur sa chemise maintenant sale, se sentant plus satisfait qu'il ne l'avait. « T'es jamais été en terminant un projet technologique. » June le regarda, son sourire éclatant. « Vous ne ressemblez plus beaucoup à un milliardaire maintenant. » taquina-t-elle, mais ses yeux étaient pleins d'admiration. Ethan rit, un vrai rire, pas seulement un sourire poli. « Vous ne ressemblez pas non plus à une professeure d'art ordinaire, » répondit-il. Pour la première fois,
il se sentit complètement à l'aise en lui parlant. June cligna de l'œil, puis se tourna pour aider les enfants à monter dans le bus, laissant Ethan là, le cœur battant un peu plus vite. Sur le chemin du retour, les enfants s'endormirent, la tête appuyée les uns sur les autres. June s'assit à côté d'Ethan à l'avant, griffonnant tranquillement dans un carnet de croquis. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. C'était un croquis rapide de lui, tenant une clé à molette à côté du bus, légendé, super-héros du changement de pneus. « Vous dessinez vite, » dit-il, essayant de paraître désinvolte. « Seulement quand je vois quelque chose qui vaut la peine d'être dessiné, » répondit June sans lever les yeux, bien que ses lèvres se courbèrent en un sourire. Ethan se tourna vers la fenêtre, faisant semblant de regarder les arbres, mais son sourire, ce sourire inoubliable, était déjà imprimé en lui. Quand le bus les déposa devant la maison de June, il faisait déjà nuit. Les enfants furent récupérés par leurs parents, et June fit un signe de la main à Ethan. « Merci pour aujourd'hui, super-héros, » dit-elle doucement. « La prochaine fois, je vous entraîne dans une mission de chasse aux feuilles. » Ethan secoua la tête, mais sa bouche le trahit par un sourire. « N'y comptez pas, Belay. » Il rentra chez lui, sa chemise tachée de graisse, les cheveux en désordre, mais son cœur était étrangement léger. Dans son bureau silencieux, Ethan ouvrit son ordinateur portable, mais au lieu de plonger dans le code, il regarda par la fenêtre, vers la clôture, où la lumière de la maison de June brillait encore. Pour la première fois, il n'alluma pas la machine à bruit blanc. Pour une fois, il voulait entendre, juste un peu, le son vivant et vibrant de son monde. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors d'Histoire d'âme, nous vous invitons chez nous, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Chapitre 6. Le secret de June. Ethan Prescott n'aurait jamais imaginé tomber amoureux. Il était un homme de logique, d'algorithmes et de plans quinquennaux. L'amour, pour lui, était une variable incontrôlable. Comme un bug tenace dans le code, impossible à déboguer. Mais depuis l'excursion à Trion Creek, le sourire de June Belay, ce sourire radieux, malicieux, sincère, était devenu une boucle infinie dans son esprit. Il ne voulait pas l'admettre, mais chaque fois qu'il la voyait faire du vélo sous la pluie, chanter doucement en s'occupant de sa grand-mère, ou peindre avec les enfants, son cœur ratait un battement. Ce matin-là, Ethan était assis dans son bureau à domicile. La fenêtre ouverte laissait entrer le rare soleil de Portland qui déversait de l'or sur son bureau. Il aurait dû se concentrer sur son projet de logiciel. L'échéance approchait, mais au lieu de cela, ses yeux dérivaient vers la clôture en bois. June était dans le jardin, agenouillé à côté d'un pot de fleurs, les mains couvertes de terre, tout en discutant avec sa grand-mère. La vieille femme, nichée dans son fauteuil roulant, riait alors que June lui racontait quelque chose, probablement une histoire idiote sur les enfants. Ethan se surprit à sourire avant de s'en rendre compte. « Concentre-toi, Prescott, » marmonna-t-il en claquant l'ordinateur portable. Mais il savait qu'il avait perdu. Il était amoureux d'elle. Le sentiment était étrange et terrifiant. Ethan n'avait jamais aimé personne, pas comme ça. Il avait fréquenté des femmes à San Francisco aux cheveux brillants et au CV encore plus brillant, mais c'était comme des transactions commerciales. Rien n'avait jamais touché son cœur. Mais June était différente. Elle n'avait rien de ce qui l'impressionnait habituellement. Pas de richesse, pas de célébrité, et pourtant elle avait tout ce qu'il n'avait pas. Une gentillesse inconditionnelle, une vitalité et un monde plein de couleurs qu'il commençait seulement à découvrir. Voulant mieux la comprendre, Ethan retourna au vieil article de journal qu'il avait trouvé la semaine précédente sur l'étudiante en art qui avait autrefois remporté un concours majeur à Portland. Il creusa plus profondément, cherchant sur les réseaux sociaux et dans les archives locales. Une image commença à se former, non pas sur une toile, mais dans l'histoire de la vie de June. Elle avait été une étudiante brillante dans une prestigieuse école d'art de Seattle, bénéficiaire d'une bourse complète, le rêve de tout jeune artiste. Mais il y a 4 ans, elle avait abandonné. Aucune explication, juste une ligne dans les dossiers. Parti pour raisons personnelles. Ethan Franca, less sources. Quelque chose manquait. Il décida de demander à la grand-mère de June, Madame Rosemary, la femme qui semblait tout savoir mais qui se trompait rarement dans les détails. Cet après-midi-là, pendant que June était au travail, il frappa à sa porte, armé d'une boîte de biscuits, une astuce qu'il avait apprise de June elle-même. Madame Rosemary ouvrit la porte, ses yeux troubles s'illuminant. « Jake? Non. Attendez, vous êtes Ethan, n'est-ce pas? »
dit-elle en rayonnant. Oui, je suis Ethan, répondit-il en essayant de ne pas rougir. J'ai apporté des biscuits. Puis-je m'asseoir et discuter un peu? Elle l'invita à entrer. La petite maison sentait la tarte aux pommes et la peinture à l'huile. Dans la cuisine, elle prépara du thé et radota sur sa jeunesse avant de passer soudainement à June. Cette fille était une étoile, vous savez. Ses peintures étaient accrochées dans la galerie de la ville, dit-elle avec fierté. Mais ensuite, j'ai eu une attaque. June, elle a tout abandonné. La bourse, l'école, tout. Juste pour rentrer à la maison et prendre soin de moi. Elle expira, les yeux embués. Je lui ai dit de continuer, mais elle a dit, « Tu es ma maison, grand-mère. » Fille stupide. Ethan resta assis en silence, comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. June avait sacrifié son rêve, un rêve pour lequel des milliers de personnes mouraient, juste pour s'occuper de sa grand-mère. Il pensa à sa propre vie, l'argent, le succès, les choses qu'il avait construites. Mais il n'avait jamais rien donné sans calculer le coût. Il avait créé un empire technologique, mais jamais un foyer. Pas comme June, qui avait transformé cette petite maison en un lieu rempli de chaleur et d'amour. Cette nuit-là, Ethan ne put dormir. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, pensant à June. Elle cumulait 2 emplois, s'occupait de sa grand-mère, enseignait aux enfants, et riait toujours comme si la vie était une peinture vibrante. Il se sentit petit, non pas parce qu'il manquait d'argent ou de titres, mais parce qu'il n'avait jamais vraiment su ce que signifiait donner sans attente. June n'était pas seulement sa voisine bruyante. C'était une leçon qu'il n'avait jamais apprise. Le lendemain matin, une idée le frappa. Il voulait faire quelque chose pour June, non par gratitude, mais parce qu'elle méritait de se sentir vue. Il se souvint de ce que Madame Rosemary avait dit sur les œuvres d'art de June, et du croquis qu'elle avait fait de lui à Trion Creek, le super-héros du changement de pneus. June était une artiste, pourtant on ne lui avait jamais vraiment donné sa chance de briller. Ethan décida d'organiser sa toute première exposition d'art. Il se mit immédiatement au travail. Il contacta une petite galerie dans le quartier des Arts d'Alberta, un lieu connu pour promouvoir les talents locaux. La propriétaire, une femme plus âgée nommée Clara aux cheveux argentés, accepta de donner l'espace si Ethan couvrait les dépenses. « J'aime bien l'idée, » dit Clara au téléphone, une artiste inconnue qui a enfin son moment. C'est très Portland. Ethan engagea également une équipe de conception pour créer des affiches et contacta les médias locaux pour s'assurer que l'événement attirait l'attention. Mais il y avait un problème, les peintures. June n'avait pas beaucoup d'œuvres achevées. Elle dessinait surtout pour les enfants ou griffonnait en s'occupant de sa grand-mère. Alors Ethan lança une opération secrète. Il commença à collectionner en cachette les pièces qu'elle laissait derrière elle lors de ses cours d'art, les croquis que les enfants lui rendaient, ou les dessins qu'elle faisait en attendant dehors. Il enrôla Mia, Léo et Sarah pour l'aider. « Ne le dites pas à Miss Sunshine, chuchota-t-il, se sentant comme un espion maladroit. Les enfants étaient ravis, l'appelant « Monsieur Super-héros de l'Expo d'art ». Au cours des 2 semaines suivantes, Ethan travailla sans relâche. Il sélectionna 10 pièces, des scènes de la vie quotidienne, l'érable de Selwood, des enfants riants, un portrait radieux de Madame Rosemary. Chaque pièce portait le style caractéristique de June. Des couleurs vives et audacieuses, des traits fluides et une touche d'innocence qui lui serrait le cœur. Il trouva également une peinture plus ancienne que Madame Rosemary avait cachée dans une armoire. Une que June avait présentée à ce concours d'art il y a longtemps. C'était un champ de fleurs sauvages au clair de lune, plein de profondeur et de talent. La date de l'exposition fut fixée. Ethan invita June, lui disant que c'était un événement communautaire qu'il parrainait. Il mentit, disant que c'était une exposition d'art local et qu'elle devrait venir la voir. June, comme toujours, accepta avec enthousiasme. « Tout ce qui touche à l'art semble amusant, » dit-elle, les yeux pétillants. Ethan sourit, le cœur battant, espérant qu'elle aimerait la surprise. Mais au fond de lui, il s'inquiétait. June vivait pour les autres. Accepterait-elle les projecteurs pour elle-même? Il se souvint de ces mots, « Le monde a plus besoin de soupe au poulet que de rapports de bugs. » Il voulait que cette exposition soit un bol de soupe pour elle, un cadeau pour montrer que son talent comptait. Mais il craignait aussi que si elle découvrait qu'il avait fouillé dans ses croquis sans demander, serait-elle en colère? La nuit précédant l'exposition, Ethan se tenait dans son bureau, regardant par la fenêtre. June était sur son porche, peignant sous la chaude lumière du porche, fredonnant doucement une chanson folklorique. Il sourit,
ayant l'impression que le monde s'était rétréci à cet instant précis. Il n'aimait pas seulement June. Il voulait appartenir au monde qu'elle avait construit, un monde fait de gentillesse, de couleurs et des petites choses qui rendent une personne entière. Chapitre 7. Sous la lumière du porche, June Bailey était assise sur son porche sous la lueur chaude des guirlandes dorées, une tasse de chocolat chaud dans une main et son carnet de croquis dans l'autre. La nuit à Selwood était calme, juste le chant des grillons et la brise bruissant dans l'érable. Elle venait de terminer son cours d'art du soir. Les enfants étaient rentrés chez eux et grand-mère Rosemary dormait profondément à l'intérieur. June aimait habituellement ces moments où elle pouvait dessiner, fredonner doucement et laisser ses pensées vagabonder. Mais ce soir, elle ne pouvait pas dessiner. Son esprit ne cessait de dériver vers Ethan Prescott, le voisin grincheux qui était devenu, d'une manière ou d'une autre, une partie de son monde. Elle entendit des pas, puis aperçut Ethan de l'autre côté de la clôture, tenant une petite lampe de poche comme s'il patrouillait dans le quartier. « Monsieur Prescott » appela-t-elle d'un ton enjoué. « Vous chassez les fantômes ou vous vérifiez juste si j'ai encore le karaoké en marche. » Ethan sursauta, manquant de laisser tomber la lampe de poche, ce qui fit éclater de rire June. « Je faisais juste une promenade, » dit-il, légèrement embarrassé. « Vous êtes encore debout? » « Oui, c'est une nuit trop belle pour la gaspiller, » dit-elle en désignant la chaise pliante à côté d'elle. « Asseyez-vous. Je ne mords pas. J'ai du chocolat chaud si vous en voulez. » Ethan hésita, puis franchit le portail et s'assit, gardant une distance respectueuse. June lui tendit une tasse et il la prit comme si c'était un gadget technologique étranger. « Merci, » marmonna-t-il en prenant une gorgée prudente, puis grimaçant à cause de la chaleur. June glausa. Pas habitué aux choses sucrées. Hein? Laissez-moi deviner. Vous êtes du genre café noir, sans sucre, très milliardaire de la tech. Ethan eut un petit sourire, ne le niant pas pour une fois. Vous avez probablement raison, mais ce n'est pas mauvais. Il la regarda, ses yeux plus doux que d'habitude, et June sentit son cœur trébucher un peu. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle voulait le comprendre, cet homme qui se tenait toujours derrière un mur invisible. « Comment étiez-vous en grandissant » demanda June, sa voix curieuse. « Je veux dire, avant de devenir le magnate de la technologie, avez-vous déjà grimpé aux arbres ou fait des choses ridicules ?» Elle pencha la tête, s'attendant à ce qu'il mette fin à la conversation. Mais Ethan fixa sa tasse, puis commença à parler, sa voix basse et régulière. « J'ai grandi dans une petite ville près de Denver, » dit-il. « Mes parents travaillaient dans une usine. Nous n'avions pas grand-chose. J'étais l'enfant silencieux, toujours dans ma chambre, bricolant de vieux ordinateurs que mon père ramenait à la maison. J'aimais les démonter, comprendre comment les rendre plus rapides. » Il marqua une pause, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Mais je n'avais pas beaucoup d'amis. Les autres enfants m'appelaient le rat de bibliothèque. Une fois, j'ai essayé de grimper à un arbre pour prouver que je n'étais pas faible, je suis tombé et je me suis cassé le bras. Après ça, j'ai décidé que l'intérieur était plus sûr. » Je n'écoutais, imaginant un Ethan plus jeune, les cheveux en désordre, les yeux déterminés, un plâtre au bras. « Alors, vous aimiez les machines depuis le début » dit-elle doucement. « Mais vous savez quoi? Je pense que cet enfant était courageux. Il est tombé d'un arbre et a quand même continué à bâtir un empire. »« Pas mal, Monsieur Prescott. » Ethan la regarda, et pendant un instant, quelque chose de non surveillé vacilla dans son regard. « Vous voyez toujours le bon côté des choses, n'est-ce pas? » demanda-t-il. « Et vous? La vie n'a pas été facile. Mais vous, vous êtes comme un rayon de soleil. Comment faites-vous? » June haussa les épaules, posant son chocolat et faisant tourner un crayon entre ses doigts. « Ça n'a pas été facile, » admit-elle, sa voix légère mais honnête. « J'ai grandi ici à Selwood. C'était juste moi et grand-mère. Ma mère est décédée quand j'étais petite. Papa a disparu. Certains jours, tout ce que nous avions, c'était du pain et du beurre, et je portais les vieux pulls de ma grand-mère à l'école. » Elle lui jeta un coup d'œil, ses yeux brillants d'une résilience tranquille. Mais elle disait toujours, « June, si tu souris, le monde entier s'illumine. » Je l'ai cru. Alors j'ai souri. J'ai peint. J'ai chanté. Je me suis occupé d'elle. Parce que ces choses donnaient l'impression que la vie valait la peine d'être vécue. Elle expira lentement. Quand j'ai eu cette bourse d'art, je rêvais de galeries et de villes. Mais ensuite, grand-mère a eu son attaque, et j'ai choisi de rester. Pas parce que je suis noble, mais parce qu'elle est ma maison. Je ne le regrette pas.
Je trouve de petites joies, comme les enfants qui rient en classe, ou vous qui finissez ma soupe au poulet. Elle cligna de l'œil, faisant rougir Ethan. Vous n'êtes jamais triste? Demanda-t-il doucement. Oh, si, dit-elle. Mais la tristesse, c'est comme la pluie. Ça vient. Ça repart. L'important, c'est de planter des fleurs après son passage. Et regardez, j'ai tout un jardin ici. Elle désigna un pot de fleurs près du porche et sourit. Ethan la regarda sans rien dire. Mais elle pouvait sentir le changement en lui. Il n'était plus le voisin construisant des murs insonorisés. Il était l'homme qui écoutait, qui lui apportait une tisane quand elle avait un rhume, qui changeait un pneu de bus sous la pluie. Elle se souvint comment il avait ri à Trion Creek, comment il gardait précieusement le dessin de Mia, et comment il était maintenant assis à côté d'elle, partageant des bribes de son passé. Il n'était pas parfait, mais il était réel. Et son cœur s'agita, comme une nouvelle ligne sur une toile. Vous savez, dit June d'un ton taquin, avant, je pensais que vous étiez du genre silencieux qui détestait tout ce qui est amusant. Mais vous êtes plutôt pas mal, comme le chocolat chaud. Étrange au début, mais on s'y habitue. Ethan eut un petit rire, un rire rare et non dissimulé qui donna à June l'envie de l'entendre encore et encore. Vous n'êtes pas si mal non plus, Bailey, dit-il, ses yeux captant la lumière du porche. Ils restèrent là à parler jusqu'à ce que le chocolat refroidisse et que les étoiles scintillent au-dessus de Portland. June lui raconta la fois où elle avait peint un mur entier de sa chambre, et Ethan avoua avoir piraté un jeu vidéo pour l'offrir à un ami à l'école. Ils rirent, ils s'assirent en silence, et à ce moment-là, la clôture entre eux sembla disparaître. Alors qu'Ethan se levait pour partir, June attrapa doucement sa main une seconde. « Merci d'avoir parlé, Ethan, » dit-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois. « La prochaine fois, je ferai une tarte aux pommes. » Ethan sourit, sa main toujours chaude dans la sienne. « Je vous y prendrai au mot, » dit-il, puis il s'éloigna, les lumières du porche projetant son ombre sur la clôture. June resta en arrière, ramassant son crayon et esquissant une nouvelle silhouette. Un homme au sourire tranquille debout sous les étoiles. Elle ne savait pas qu'il préparait une exposition d'art juste pour elle, mais elle savait une chose avec certitude. Ethan n'était pas seulement un voisin, c'était quelqu'un qu'elle voulait garder dans le tableau de sa vie. Chapitre 8. Un cœur a besoin d'être appelé par son vrai nom. Ethan Prescott se tenait dans la petite galerie d'Alberta, son cœur battant comme un programme coincé dans une boucle d'erreurs infinies. Des guirlandes de lumière dorée pendaient du plafond, illuminant 10 des peintures de June Bailey sur des murs d'un blanc immaculé. Chaque toile, allant d'un champ de fleurs sauvages au clair de lune à un portrait rayonnant de grand-mère Rosemary, racontait une histoire sur Selwood, sur la gentillesse, sur la femme qui avait fait battre son cœur à la chamade. La foule modeste d'artistes locaux, de journalistes et de voisins murmurait avec appréciation. Vêtu d'un costume bleu profond, Ethan essayait de paraître calme, mais il était plus nerveux que le jour où il avait présenté sa première start-up. Il avait tout fait pour que cette exposition soit parfaite. Il avait engagé Clara, la propriétaire de la galerie, pour concevoir l'espace. Il avait contacté les médias locaux pour obtenir un article dans Portland Monthly. Il avait même fait jurer le secret aux enfants, Mia, Léo et Sarah, leur disant que ce n'était qu'un événement artistique communautaire. June avait accepté l'invitation avec son sourire joyeux habituel. L'art, c'est la joie. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mais elle ne savait pas que c'était son exposition. Quand June entra, Ethan sentit le temps s'arrêter. Elle portait une simple robe verte, ses cheveux auburn attachés lâchement en arrière, et ses yeux pétillaient en regardant autour d'elle. « Cet endroit est incroyable, Monsieur Prescott !» s'exclama-t-elle en lui tirant le bras. « Qui est l'artiste? Je veux le rencontrer. » Ethan sourit et la conduisit vers la première peinture, un érable de Selwood, dessiné avec ses traits inimitables. « Regardez, » dit-il, la voix légèrement tremblante. June pencha la tête et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Elle passa d'une peinture à l'autre, reconnaissant chaque ligne, chaque teinte. « Celle-ci. Ce sont les miennes, » murmura-t-elle en se tournant vers Ethan. « Comment? Qu'en avez-vous » Sa voix tremblait de surprise et d'émotion, ses yeux brillants. La foule commença à applaudir alors que Clara s'avançait pour annoncer « Bienvenue à la première exposition de June Bailey, le joyau caché de Portland. » June se couvrit la bouche, riant à travers ses larmes. Elle serra Clara dans ses bras, puis se tourna vers Ethan,
lui agrippant la main. Vous, je ne sais même pas quoi dire. Merci. Vraiment? Le cœur d'Ethan faillit fondre. Il voulait lui dire qu'elle méritait le monde, que son art devait être vu, mais tout ce qu'il réussit à faire fut un sourire timide. Vous le méritez, Bailey. Mais la joie ne dura pas. Alors que June passait devant l'entrée de la galerie, son sourire s'effaça. Elle s'arrêta devant l'une des affiches promotionnelles, une image d'une peinture de groupe qu'elle avait faite pour les enfants, Mia, Léo et Sarah, souriant sous un érable. En dessous, une légende en gras. L'exposition June Bailey, sponsorisée par Prescott Technology, innovait les communautés par l'art. Le logo de l'entreprise d'Ethan était imprimé dans le coin. June se tourna, son regard affairé. Où avez-vous eu cette peinture? Demanda-t-elle, la voix calme mais froide. Ethan cligna des yeux, pris au dépourvu. Yeah, les enfants me l'ont donnée. Je la trouvais magnifique. Alors, cette peinture était pour eux. L'interrompit-elle, sa main se crispant. Pas pour être exposée. Et qu'est-ce que c'est que ça? En overless communautes. Vous avez utilisé mon art pour promouvoir votre entreprise? Sa voix tremblait, non de tristesse, mais de fureur. La foule s'est haute. Quelques invités s'éloignèrent pour éviter la tension. Le cœur d'Ethan battait lâchement. Non, June. Ce n'est pas ça, balbutia-t-il. Je voulais juste aider. Je pensais que cette exposition serait bien pour vous. Je ne voulais pas faire de l'autopromotion. Mais ces mots semblaient faibles, comme une chaîne de code cassée qui ne compilerait pas. Il ne lui avait pas demandé la permission. Il n'avait pas pris le temps de penser qu'elle pourrait se sentir utilisée. Il voulait seulement qu'elle brille. Mais maintenant il voyait, il l'avait fait se sentir exploitée. June secoua la tête, ses yeux rougis par des larmes non versées. Vous ne comprenez pas, monsieur Prescott. Ces peintures ne sont pas que des images. Ce sont des morceaux de moi, des enfants, de ma grand-mère. Vous les avez prises sans demander. Elle se tourna et sortit, laissant Ethan figé, les mains froides. La foule finit par se disperser. Clara lui tapota doucement l'épaule. Elle ira bien. Elle a juste besoin de temps. Mais Ethan ne se sentait pas bien. Il rentra chez lui dans une maison qui ressemblait maintenant à un mausolée. Il s'affaissa sur le canapé, fixant la clôture en bois à travers la fenêtre. La maison de June était sombre. Elle n'était pas chez elle. Ou peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas allumé les lumières. Sa machine à bruit blanc gisait silencieuse dans le coin. Mais pour une fois, le silence n'était pas réconfortant. Il était vide. C'était comme si June avait emporté toute la lumière de Selwood avec elle. Ethan ouvrit son ordinateur portable et consulta les emails de son équipe de communication. C'était là. Ils avaient ajouté le logo et le slogan sans le lui dire, pensant que c'était une opportunité de relations publiques parfaite. Il avait été trop occupé à gérer l'événement pour vérifier les designs. Idiot, marmonna-t-il en frappant du poing sur le bureau. Il voulait appeler June. Expliquer. Mais il n'avait pas son numéro. Il pensa à frapper à sa porte. Mais si cela ne faisait qu'empirer les choses, il écrivit plutôt un mot. Maladroit. Griffon. Et le glissa à travers la clôture. June, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il ne savait pas si elle le lirait. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. La journée s'éternisa. Ethan ne pouvait se concentrer sur rien. Chaque bruit extérieur, un vélo, la voix d'un enfant, faisait sursauter son cœur. Mais June n'apparaissait pas. Il s'assit dans son bureau, fixant le croquis qu'elle avait fait de lui. Super-héros du changement de pneus. Maintenant, tout ce qu'il voyait, c'était un espace vide où son rire résonnait autrefois. Il l'avait trouvé. Une explosion de soleil dans son monde structuré. Et maintenant, il craignait de l'avoir perdu. Parce qu'il ne savait pas comment appeler son cœur par son vrai nom. Mais il n'abandonnerait pas. June méritait plus qu'un mot à travers la clôture. Elle méritait de vraies excuses. Elle méritait quelqu'un qui l'écouterait. Sans essayer de la réparer. Sans transformer son art en plateforme. Pour la première fois de sa vie, Ethan Prescott ne voulait pas déboguer un système ou lancer un produit. Il voulait juste arranger les choses. Et garder la lumière que June Bailey avait apportée dans sa vie. Vous regardez Histoire d'âme, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. Chapitre 9, la seconde étreinte,
Sans erreur cette fois, Ethan Prescott n'avait jamais senti sa maison aussi vide. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'exposition d'art désastreuse à Alberta. Et June Bailey avait disparu de la circulation. Plus d'aperçus d'elle faisant du vélo sous la pluie. Plus de doux fredonnements flottant par-dessus la clôture. Plus de douceur glissée entre les lattes de cèdre patiné. Il avait laissé un mot, s'était arrêté à la boulangerie et au magasin d'artisanat. Mais c'était comme si June s'était évaporée. Grand-mère Rosemary avait seulement dit « La fille a besoin de temps, jeune homme ». Ethan savait qu'il avait eu tort. Mais le silence de June n'était pas seulement une punition. C'était un vide creusé profondément dans sa poitrine. Il s'assit dans son bureau, fixant le croquis de Trion Creek. Super-héros du changement de pneus, de son écriture désordonnée. Les traits lâches et enjoués lui rappelaient le moment où il avait commencé à s'ouvrir. Il était venu à Selwood chercher la paix. Mais June lui avait donné quelque chose de plus. La vie, le rire, une raison de devenir un homme meilleur. Il ne pouvait pas la perdre. Pas à cause d'une erreur qu'il pouvait réparer. L'occasion se présenta un vendredi soir. Ethan entendit un bruit joyeux à l'extérieur et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Tout le quartier de Selwood s'était rassemblé sur la pelouse de June pour une soirée cinéma en plein air. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus. Une table de pique-nique débordait de biscuits et de limonade. Et Mia, Léo et Sarah couraient en rond sur l'herbe en gloussant. June, dans son pull vert forêt familier, ajustait le projecteur, discutant avec les voisins. Elle souriait, mais pas comme avant. Ethan pouvait le voir. Sa joie était plus faible. Son étincelle cachée derrière ses yeux. C'était sa dernière chance. Il prit une profonde inspiration, abandonna le blazer pour une simple chemise et sortit. Pas de script, pas de discours peaufiné. Juste son cœur. Alors qu'il traversait la pelouse, les enfants l'aperçurent en premier. « Monsieur Super-héros » couina Mia en lui attrapant la main. June leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Elle se figea. Son sourire s'effaça, mais elle ne se détourna pas. Le pouls d'Ethan martelait dans ses oreilles, mais il ne s'arrêta pas. « Salut tout le monde » dit-il, sa voix un peu tremblante. La foule se tut. Des yeux curieux se tournèrent vers lui, le type discret de la tech rarement vu aux fêtes de quartier. « Je ne suis pas très doué pour parler en public, » admit Ethan, mais j'ai besoin de dire quelque chose et j'ai besoin que June l'entende. Il se tourna complètement vers elle, fixant son regard ambre vert. « June, j'ai tout gâché. J'ai organisé l'exposition d'art parce que je voulais que le monde voie à quel point tu es brillante. Mais je ne t'ai pas demandé. J'ai pris tes peintures, des peintures qui signifiaient quelque chose pour toi et les enfants, et je les ai utilisées sans ta permission. Et je t'ai fait te sentir utilisé. Je ne voulais pas promouvoir mon entreprise, mais c'est arrivé. C'était de ma faute. J'aurais dû être plus prudent. Je suis désolé. » La foule murmura doucement. Certains hochèrent la tête. June se tenait immobile, serrant fermement les cordons de son pull. Ethan s'approcha, baissant la voix comme si c'était juste entre eux deux. « Je suis venu à Selwood pour le silence, mais j'ai trouvé la vie à la place. Tu m'as donné ça, June. Tu m'as montré que le monde n'est pas que du code et des échéances. Tu m'as appris à rire, à me soucier, comment un bol de soupe au poulet peut tout changer. » Il sourit faiblement, se souvenant de la première nuit. « Cette étreinte que tu m'as donnée par erreur, elle a changé quelque chose en moi. Je ne te mérite pas, mais je veux arranger ça. Tu es le soleil de Selwood et je veux juste me tenir quelque part dans ta lumière. » Un temps de silence. Puis grand-mère Rosemary applaudit en criant « Bien dit, jeune homme !» Oh, les enfants acclamèrent. Même Sarah, habituellement silencieuse, gloussa joyeusement. June le fixa, les yeux brillants de larmes non versées. Et puis elle s'avança. Avant qu'il ne puisse réagir, elle éclata de rire, clair et éclatant, comme le soleil après la pluie. « Monsieur Prescott, dit-elle d'un ton taquin, vous savez vraiment comment capter l'attention d'un quartier. » Et puis elle ouvrit les bras et le serra dans une étreinte, une étreinte chaude, serrée, parfumée à la vanille et à la peinture, qui donna à Ethan l'impression que le monde s'était rétréci à ce seul moment parfait. « Cette fois, » murmura-t-elle contre son épaule, « je sais qui j'embrasse. » Ethan l'entoura de ses bras, expirant un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Le quartier explosa en applaudissements, quelqu'un siffla et Léo hurla. « Maintenant, embrassez-vous. » June rit, reculant, les joues empourprées. « Doucement, gamin,
plaisanta-t-elle. Mais ses yeux restèrent fixés sur ceux d'Ethan, doux et brillants. Le film commença, Le jardin secret, un classique que les enfants avaient choisi. June et Ethan s'assirent côte à côte sur une couverture de pique-nique, leurs épaules se touchant. Elle lui tendit un verre de limonade et murmura. « Tu me dois encore une explication bien plus longue, mais pour l'instant, tu es pardonné. » Ethan sourit, sa poitrine se desserrant. « J'échangerai 1000 lignes de code pour te faire de la soupe au poulet tous les jours, » dit-il. Elle rit de nouveau, son préféré. Alors que le film se terminait, les voisins restèrent, discutant sous les lumières. June raconta à Ethan les soirées cinéma, sa façon de faire en sorte que le quartier se sente comme une famille. Il regarda Rosemary, entourée d'enfants, racontant des histoires de tout son cœur, et pour la première fois il comprit. La famille, ce n'est pas seulement le sang, ce sont les gens que l'on choisit d'aimer. Des semaines plus tard, un simple rassemblement se déroula dans le jardin de June, une fête de quartier pour célébrer June et Ethan, deux personnes qui s'étaient trouvées grâce à une étreinte malencontreuse. La longue table en bois débordait de tartes aux pommes, de cakes à la banane et de soupe au poulet, tous faits par June et grand-mère Rosemary. Les enfants peignirent une bannière géante. Monsieur Super-Héros plus Miss Sunshine égale pour toujours. Ethan, en t-shirt au lieu d'un costume pour une fois, rit et serra Mia, Léo et Sarah Ford dans ses bras. June se tenait à côté de lui, sa robe verte brillant sous le coucher de soleil doré. Elle lui tendit un petit croquis, eux deux se tenant la main sous l'érable de Selwood. « Merci d'être resté, Ethan, dit-elle doucement, pas seulement à Selwood, mais dans mon monde. » Ethan tint ses doigts tachetés de peinture et sourit. « Merci d'avoir chamboulé le mien, June. » Il l'embrassa doucement sur le front, le quartier acclama, Rosemary essuya des larmes, et Léo cria. « Je vous avais dit qu'ils s'embrasseraient. » Les rires résonnèrent dans le jardin, portés par le chant des oiseaux et une brise bruissant dans les feuilles du vieil érable. Alors que la lumière dorée du soir baignait Selwood, Ethan regarda autour de lui. June, Rosemary, les enfants, les voisins, qui étaient devenus une famille. Il pensa à son manoir silencieux, autrefois pris pour le paradis. Maintenant, il savait. Le paradis n'était pas le silence. Le paradis était la vie. Le rire de June, les peintures vibrantes et les petits moments qui rendent un cœur entier. Ethan Prescott, un millionnaire qui ne savait autrefois qu'écrire du code, avait enfin appris à aimer, non pas avec la richesse ou la réputation, mais avec chaque petit et beau moment que June Bailey lui avait appris à voir. Et leur histoire ne s'arrêta pas là. June continua de peindre, d'enseigner et de cuisiner. Ethan codait toujours, mais maintenant il participait aussi aux soirées cinéma, réparait les pneus crevés, et essayait même de dessiner, bien que June insista sur le fait que ses dessins ressemblaient à des spaghettis. Ils ne se promirent pas l'éternité. Ils se promirent de vivre, de rire et d'aimer, en commençant par une seconde étreinte, cette fois sans erreur, et un second baiser.